Et début de tournage, allez savoir l'authentique histoire de Cléopâtre. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme nous allons vous conter une histoire un petit peu longue, enfin surtout un petit peu dense avec beaucoup de personnages. Nous allons vous parler de Cléopâtre. Ah oui, la belle égyptienne avec un joli nez. Alors justement nous allons revenir là-dessus parce que nous avons beaucoup d'idées préconçues qui sont fausses concernant Cléopâtre. Donc elle était pas belle? J'ai pas dit ça. Fais pas ton manichéen, hein? Bon, bref. Concernant d'ailleurs Cléopâtre, du moins la dynastie des Lagides, si vous avez été déçu de la fin de la série Game of Thrones, en tout cas si vous la regardez, l'histoire de la dynastie des Lagides devrait vous ravir, parce que alors c'est complot, bon, sur politique hein, forcément, sur assassinat, sur suicide, sur drame familial, sur mariage, et Cléopâtre venant terminer cette dynastie sur le même ton qu'elle a commencé. Hein. Cléopâtre est un personnage mystifié, largement modifié, que ce soit dans la littérature ou encore dans le cinéma. Sûrement l'une des personnalités les plus connues de l'Antiquité, et sûrement parmi les plus connues de l'Antiquité, celle où nous avons les plus grosses lacunes documentaires. Bref, commençons sans plus tarder. Et comme nous en avons l'habitude, commençons par du contexte. Alexandre III de Macédoine, plus connu sous le nom d'Alexandre le Grand, est un élève d'un certain et très célèbre homme grec, Aristote. Alexandre a conquis et mis en place un très grand royaume dont l'Égypte fait partie. À son décès, Ptolémée, fils de Lagos, compagnon d'Alexandre, s'attribue la satrapie d'Égypte et établit sa capitale à Alexandrie, ville créée par Alexandre. Il s'adjuge également la Syrie, l'île de Chypre, la Cyrénaïque et quelques districts de l'Asie mineure, sans oublier quelques îles de l'Égée. Il se fait même couronner roi d'Égypte dans la tradition des pharaons avec une très grande intronisation à Memphis. Ainsi débute la dynastie des Lagides, dynastie helléniste, c'est-à-dire aux croyances grecques, qui débute par un général macédonien. Au fil du temps, Rome va profiter de l'éclatement du royaume d'Alexandre et des dissensions qui en ont découlé pour conquérir de nombreux territoires. Ainsi, Rome s'impose progressivement en Europe et veut refonder l'empire d'Alexandre le Grand. L'Égypte reste hors de portée. Malgré de nombreux conflits au sein de la dynastie Lagide, ceux-ci se règlent en interne. Jusqu'au jour où Ptolémée X monte sur le trône suite à l'éviction de son frère Ptolémée IX par sa propre mère. Bref, je vous passe les détails, sinon vous aurez un épisode bien trop long. Ptolémée X a peur de se faire assassiner ou destituer, comme ses prédécesseurs, et rédige un testament où il lègue l'Égypte à Rome. Ainsi, il se met à l'abri de ses détracteurs qui voulaient sa mort, mais ne voulaient pas que l'Égypte tombe aux mains des Romains. Cependant, les deux frères rentrèrent en guerre et Ptolémée IX finit par tuer son frère Ptolémée X. Alors oui, tous les hommes de la dynastie Lagide s'appellent Ptolémée, cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Il existe d'ailleurs une autre règle qui dit qu'une femme peut diriger le pays à la seule condition qu'elle soit accompagnée d'un homme. Bref, revenons-en à Ptolémée X, il existe donc un testament qui lègue l'Égypte à Rome. Cependant, Rome ne l'utilisera pas pour annexer l'Égypte, mais pour y asseoir les dirigeants lagides qu'elle veut, afin d'assurer la stabilité du pays et d'une certaine manière la soumission à Rome. Rome aidera notamment Ptolémée XI à monter sur le trône d'Égypte. En arrivant au pouvoir, il va directement faire assassiner sa sœur, et comble de l'ironie, va mourir assassiné une vingtaine de jours après son intronisation. Au final, un règne assez court. Est-ce que vous me croyez maintenant quand je vous disais en introduction que la dynastie des Lagides, c'était mieux que certaines fictions politiques, littéraires et ou cinématographiques? Alors certes, là il n'y a pas de créatures légendaires telles des dragons ou autres, mais là c'est la réalité. Et du coup, on lit ça d'une manière quelque peu différente quand même. Alors oui, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on n'est pas tous historiens, et savoir des fois démêler le vrai du faux, ce qui est exagéré ou pas, enfin, c'est compliqué des fois. Alors certes, je peux concevoir que pour certains épisodes de l'histoire, il soit compliqué de démêler le vrai du faux, car il est possible d'avoir plusieurs auteurs qui racontent l'histoire différemment, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi.
Concernant Cléopâtre, nous nous basons sur un livre, alors on ne veut pas en faire la pub, alors si vous voulez lire pour savoir plus que l'épisode, il est en description, et nous vous invitons à le lire, si vous en avez envie. Mais sinon, voilà, on a un auteur qui, lui, s'est basé sur tous les textes antiques de l'époque qui parlaient de Cléopâtre, et présente à chaque fois les plusieurs versions, et va mettre un petit peu de contexte, essayer de démêler le vrai du faux, en donnant des probabilités, en disant c'est plus celle-là, les versions qui semblent justes, mais on n'en est pas sûr. Et donc quand on lit ce genre de livres, ce sont de vraies pépites, parce que au moins on nous dit pas l'histoire c'est ça. Voilà. Alors nous aussi, vous verrez, certains passages on fait c'est la version la plus probable. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, Cléopâtre est un des personnages où on a, sur l'Antiquité, le moins de documentation. Enfin, un personnage connu, parce qu'on a des personnages moins connus où du coup on a quasiment pas, voire peu, voire pas du tout, de documentation. Enfin bref, revenons sur l'épisode. Bref, vous l'aurez compris, Rome s'immisce dorénavant dans la politique de l'Égypte. Le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, ne fit pas exception à la règle. Cependant, il n'est pas reconnu par Rome qui connaît quelques conflits internes et relègue l'Égypte au second plan. Ptolémée XII se contente de jouir des bienfaits de l'Égypte et trouve de l'argent pour corrompre les gens qui peuvent servir ses intérêts. Il prêta son aide notamment au général romain Pompée qui combattait en Syrie et en Judée. Tout cela étant des manœuvres dans le but de ne pas se faire annexer par Rome. Cependant, César décida d'annexer Chypre, qui appartenait encore à l'Égypte. Il reconnut cependant Ptolémée XII comme dirigeant de l'Égypte. Malheureusement, entre de folles dépenses et l'annexion romaine de Chypre, le peuple s'insurgea et Ptolémée XII dut fuir à Rome avec sa fille Cléopâtre. C'est la sœur aînée de Cléopâtre, Bérénice IV, qui monte sur le trône. Bérénice est la seule fille légitime de Ptolémée XII. Par contre, il a eu hors mariage Cléopâtre VII, Ptolémée XIII, Ptolémée XIV et Arsinoé IV. À ce moment-là, César était aux prises avec les tribus gauloises et ne pouvait pas l'aider. Ptolémée XII emprunta de l'argent à un riche financier romain pour se refaire une armée. Il revint en Égypte, où il fit décapiter son seul enfant légitime. César en profita pour mettre l'Égypte sous tutelle afin d'être sûr que la dette contractée soit remboursée. Ptolémée XII avait tout de même tout prévu. Il ne voulait pas de guerre entre frères et sœurs à son décès. Ainsi, il lègue le pouvoir à Cléopâtre VII et Ptolémée XIII lorsqu'il décède en -51 avant Jésus-Christ. Rappelez-vous, une femme agile ne peut pas diriger sans un homme à ses côtés. Cléopâtre est alors âgée de 17-18 ans, tandis que Ptolémée XIII n'a qu'une dizaine d'années. Très rapidement, c'est Cléopâtre qui dirige, laissant totalement son frère de côté. Certains prétendent qu'ils se sont mariés, mais nous n'en avons aucune preuve. Les proches de Ptolémée XII sont devenus les mentors de Ptolémée XIII, et ils voient d'un mauvais œil que Cléopâtre dirige toute seule. Les magouilles familiales continuent, tout du moins reprennent, et les leçons du passé ne sont toujours pas apprises. Les mentors du très jeune Ptolémée XIII veulent évincer Cléopâtre. Elle fut même obligée de fuir l'Égypte. Elle se réfugia en Syrie, où elle avait quelques soutiens qui lui ont permis de lever une armée. Pendant ce temps, César est aux prises avec le général romain Pompée, celui qu'on a déjà vu précédemment, et qui va tenter de se réfugier en Égypte. Ptolémée XIII l'accueille en le tuant. Cependant, César en sera fâché, car il voulait tuer lui-même le général romain. Il poursuivait Pompée et vient d'arriver en Égypte quand il apprend son décès. Il va profiter d'être sur place afin de tenter de réconcilier le frère et la sœur. Cléopâtre va rentrer en cachette à Alexandrie car elle n'a aucune confiance en son frère et ses mentors. Elle fera en sorte d'arriver directement dans les appartements de César. Cléopâtre, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, n'est pas d'une beauté exceptionnelle, mais n'est pas non plus dégoûtante. Cependant, c'est une séductrice. Ainsi, elle va séduire César qui va tomber sous son charme. César imposera au frère de régner avec sa sœur, afin de faire respecter le testament du père, Ptolémée XII. Il sait que l'Égypte doit encore de l'argent et une guerre civile n'arrangerait rien. Malheureusement, à peine l'accord conclu, les mentors de Ptolémée XIII recommencèrent leur manœuvre politique. Ainsi débuta la guerre d'Alexandrie entre César et les armées de Ptolémée XIII. Le pharaon mourut noyé en tentant de fuir. Il faut souligner que César a gagné de justesse. Durant cette guerre d'Alexandrie, Arsinoé, la sœur de Cléopâtre, rejoignit l'armée de son frère et fut même nommée reine du pays par les soldats et le peuple, à la place de Cléopâtre. Forcément, avec la défaite de Ptolémée XIII, elle fut capturée et destituée. César remet alors Cléopâtre sur le trône et respecte les traditions lagides.
Cléopâtre étant une femme, elle doit co-régner avec un homme, et qui de mieux que son jeune frère Ptolémée XIV? Elle se mariera même avec lui. Cléopâtre proposa à Jules César de faire une croisière sur le Nil. Il accepta et ils devinrent amants. Malheureusement, César devra rapidement rejoindre Rome qui connaît quelques problèmes de guerre civile, quelques broutilles quoi. Il partira en laissant Cléopâtre enceinte. Les textes ne sont pas très cohérents, mais il est admis, sans certitude, que c'est à ce moment-là que Ptolémée XV, surnommé Césarion, qui signifie le petit César, est conçu. La paternité de Jules César est également soumise à condition. Jules César étant reconnu comme plus ou moins infertile, peut se poser quelques questions. Mais après tout, pas trop. Car il était admis à l'époque que Césarion était le fils de César. Et c'est sûrement ce qui importe le plus. Cléopâtre fera 2 voyages à Rome. Le premier pour assister au triomphe de César. En effet, il était de coutume d'exhiber, lors d'une fête, les chefs de guerre vaincus. César en présente donc plusieurs, et la coutume veut qu'après la présentation, il soit étranglé ou égorgé. Et ce jour-là, nous avons un certain Vercingétorix, mais celle qui nous intéresse le plus est Arsinoé, la sœur de Cléopâtre. Cependant, le peuple tombe sous le charme de la jeune femme et demande sa grâce. César n'eut pas trop le choix et l'envoya en exil à Éphèse. Le temps passe et Cléopâtre revint à Rome en 44, mais malheureusement Jules César se fait assassiner. Elle rentre alors en Égypte. Elle comprit d'ailleurs durant le voyage que c'était César qui lui avait imposé son frère Ptolémée XIV comme époux, et qu'elle pouvait du coup s'en débarrasser car plus personne ne pouvait le lui imposer. Ainsi, à son retour, elle empoisonna son frère et époux. Elle décida de diriger avec son fils Ptolémée XV dit Césarion, alors âgé d'environ 3 ans. Ainsi, elle pouvait diriger le pays comme elle le souhaitait. La mort de César finit en guerre civile, où un triumvirat émerge. Rome est ainsi dirigée par 3 hommes, Marc-Antoine, Lépide et Octave. Les 3 dirigeants se méfient tout de même de Cléopâtre, car sa position a été plus ou moins ambiguë durant cette guerre civile à Rome. Ainsi, Marc-Antoine décide de se rendre en Égypte pour en discuter avec la reine. Elle accueillit avec faste Marc-Antoine, qui était réputé pour être un homme infâme, et la reine comptait bien le soudoyer grâce à cela. Lors d'un dîner, elle dénonça et donna un amiral égyptien qui avait soutenu des opposants aux dirigeants de Rome, en contrepartie de l'assassinat de sa fameuse sœur Arsinoé, qui, toujours exilée à Éphèse, mettait quelques bâtons dans les roues à Cléopâtre. Ainsi, Cléopâtre était blanchie devant les Romains, tout en éliminant quelques opposants à elle. Cléopâtre invita ensuite Marc-Antoine à rester en Égypte pour l'hiver, où ils devinrent amants. Il repartit à la sortie de l'hiver pour Rome en laissant la reine enceinte de jumeaux. Un garçon qui sera nommé Alexandre Hélios, et oui, là on respecte pas la tradition lagide, il s'appelle pas Ptolémée, et une fille qui s'appellera Cléopâtre Sélène. À ce moment-là, de nouvelles dissensions apparaissent à Rome. Marc-Antoine et Octave prennent de plus en plus de pouvoir, et un conflit commence à apparaître entre les 2 hommes. Marc-Antoine sera obligé de répudier sa femme Fulvie et d'épouser la sœur d'Octave, Octavie. Marc-Antoine et Octave se partagent les différents problèmes que connaissent l'Empire. Marc-Antoine doit notamment s'occuper d'un conflit dans la région syrienne contre le peuple de Pars. Malheureusement, il ne s'en sortait pas. Il dut demander l'aide de Cléopâtre qui était la seule capable d'aider son armée. Cette fois-ci, Cléopâtre était en position de force avec Rome et ce n'était pas l'inverse. Les 2 amants se retrouvèrent dans le faste à Antioche. En contrepartie de son aide, Cléopâtre obtient de nombreux territoires qui appartenaient jadis à sa dynastie et qui avaient été malheureusement perdus. Marc-Antoine va même reconnaître ses 2 enfants et se marier à Cléopâtre. Cependant, ce mariage n'avait aucune valeur à Rome puisque Cléopâtre n'était pas romaine. Ainsi, il ne dut pas répudier Octavie, la sœur d'Octave, sa femme officielle. Au final, la campagne de Marc-Antoine contre les Parthes a été un échec cuisant. Il revint en Syrie avec une armée affaiblie, épuisée et diminuée par la faim. Son opposant, Octave, commença à Rome une propagande contre Marc-Antoine. Il le décrit notamment comme soumis à l'égyptienne. De là vient le préjugé que Cléopâtre est une vraie égyptienne, alors que c'est une macédonienne. Aucun sang égyptien ne coule dans les veines de la reine, la dynastie lagide pratiquant l'endogamie. C'est-à-dire que les membres de cette famille s'unissent seulement avec des membres de leur propre tribu. Ainsi, la dynastie lagide étant macédonienne, Cléopâtre ne peut pas du tout être égyptienne.
Cléopâtre accouchera à nouveau d'un enfant de Marc-Antoine, prénommé Ptolémée Philadelphe. Pendant 4 longues années, Marc-Antoine restera en Égypte avec Cléopâtre. Cependant, le conflit entre Octave et lui ne fait qu'augmenter. De la propagande est diffusée dans les 2 camps pour déstabiliser l'autre camp. Jusqu'au jour où Octave eut vent d'un testament de Marc-Antoine qui souhaitait être inhumé à Alexandrie aux côtés de Cléopâtre. Marc-Antoine était accusé de vouer un culte étranger. Ainsi, Octave déclare la guerre à Cléopâtre. Officieusement, cette guerre est surtout dirigée contre Marc-Antoine. Mais officiellement, c'est Cléopâtre qui est visée. La politique, hein. Bref. Marc-Antoine est mieux armé qu'Octave. Cependant, Marc-Antoine et Cléopâtre perdront une bataille décisive à l'ouest de la Grèce. Les deux en ressortirent vivants, mais durent fuir en Égypte. Cette bataille perdue signe la fin des soutiens de Marc-Antoine et Cléopâtre, qui vont pour la plupart se rallier à Octave. Rien ne résistera à Octave qui parvient à arriver sans trop de difficultés aux portes d'Alexandrie. La guerre semblant perdue, Cléopâtre tenta de négocier avec Octave en lui donnant sa flotte. Elle trahit ainsi Marc-Antoine qui combattait alors à ce moment-là et songeait à fuir avec ses bateaux en Espagne. Mais sans bateau, pas de fuite. Malheureusement, Octave ne voulait pas négocier. Afin de revoir une dernière fois son époux, qu'elle vient tout juste de trahir, Cléopâtre fait feindre sa mort dans le tombeau qu'elle était en train de faire construire afin qu'il vienne à son encontre. En apprenant cette nouvelle, Marc-Antoine tenta de se suicider. Il se loupera quelque peu et mourant, il fut transporté jusqu'à Cléopâtre, et il mourut ainsi dans les bras de sa bien-aimée. Cléopâtre tenta désespérément de continuer à négocier avec Octave, mais elle fut capturée et celui-ci voulait récupérer les richesses de l'Égypte pour payer ses armées et exhiber Cléopâtre à Rome comme trophée. Quand elle comprit cela, elle rusa pour déjouer la surveillance des gardes d'Octave et se donna la mort. Le doute subsiste entre la mort d'un aspic ou l'utilisation d'un poison. L'aspic semble être la version officielle car beaucoup disent que cela rappelle le serpent présent sur les coiffes des pharaons. En fait, pas vraiment, car c'est un cobra. Mais bon, bref. Ainsi s'achève le règne de Cléopâtre. 7e nuit. Octave se fit couronner pharaon de l'Égypte, et c'est ainsi que l'Égypte tombe entièrement aux mains des Romains et en devient une simple province. Mais Cléopâtre n'est pas le dernier pharaon non plus, puisqu'Octave vient tout juste d'être intronisé pharaon à Memphis. Ptolémée XV, dit Césarion, fut exécuté. Par contre, les enfants entre Cléopâtre et Marc-Antoine furent épargnés. Cléopâtre Sélène fut mariée à Juba II de Maurétanie. Ils eurent un garçon qui fut prénommé Ptolémée. Cléopâtre Sélène s'attacha ensuite à créer un centre d'art et de culture, comme pour tenter de reproduire en Maurétanie l'Alexandrie de sa famille. À la mort de Juba II, Ptolémée régna ensuite sur la Maurétanie. Ainsi se poursuit, tant bien que mal, la dynastie lagide dans des contrées étrangères. Concernant les 2 autres enfants, Alexandre Hélios et Ptolémée Philadelphe, nous perdons malheureusement très rapidement leurs traces. Nous ne savons pas trop ce qu'ils sont devenus. Le décès de Cléopâtre signe la fin de la dynastie des Lagides, dernière héritière du royaume d'Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand. Mais alors du coup, il est vrai quand même que les films, séries ou autres qui parlent de Cléopâtre, ils fantasment un peu la chose, alors que l'histoire, enfin la vraie histoire, elle est déjà plus que très bien au final. Alors bien évidemment, nous vous avons présenté une version condensée où nous avons omis certains détails et ou passages, parce que sinon l'épisode aurait duré 2 heures, blablabla. Cependant, tout ce qu'on peut noter, c'est que l'histoire se suffit à elle-même. Pourquoi vouloir inventer des choses supplémentaires, fantasmant un petit peu Cléopâtre, etc. L'histoire est déjà, telle qu'on la connaît, hyper intéressante. Et d'ailleurs, Shakespeare va le comprendre, parce qu'il va se baser sur les auteurs d'époque, dont Plutarque, pour écrire sa pièce, La vie de Marc-Antoine. Et c'est sûrement l'œuvre littéraire, hors historique, la plus proche de la réalité, si ce n'est d'ailleurs la seule. Ouais. Mais du coup, c'est tout des conneries, le coup de la dernière reine d'Égypte, hyper belle, aimant Gollum, c'est fou ça. Alors il est vrai qu'on dit souvent que c'est la dernière
égyptienne sur le trône d'Égypte, hein, ce qui est faux, qu'elle était hyper belle, ce qui est probablement faux également parce que c'était surtout une séductrice avec un physique normal. Par contre, on omet de dire, et alors ça pourquoi, je sais pas, qu'elle était très cultivée, qu'elle parlait plusieurs langues, qu'elle s'intéressait aux sciences, notamment à la médecine et à la chirurgie. Elle va financer pas mal de recherches, notamment sur la chirurgie, qu'elle va... il y a Alexandrie, il y avait le fameux... le phare, la bibliothèque, pardon, d'Alexandrie avec un musée, et elle va promouvoir les savants, la science, ça on omet de le dire, elle va gérer le pays politiquement bien, elle va faire en sorte d'être assez proche de Rome, tout en essayant de récupérer son indépendance vis-à-vis de Rome, de récupérer les territoires que ses ancêtres ont perdus. Bref, on la dépeint comme étant une femme aimant les plaisirs de la chair, bah oui, mais pas que, hein. Et c'est ainsi que se termine cet épisode un petit peu dense avec beaucoup de protagonistes. Nous espérons que vous l'avez apprécié, que vous avez appris des choses. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, pouces rouges, commentaires, partage, si l'épisode vous a plu ou pas. Bah si vous a pas plu, partagez. Bah si, partagez-le, même si vous a pas plu, partagez-le. Bref, merci. Bon, après cet épisode un petit peu lourd, hein, on va finir sur une petite touche de légèreté. Savez-vous comment on appelle Cléopâtre quand elle se blesse? Tic-toc, tic-toc. Oui, je vous laisse un peu réfléchir. Tic-toc, tic-toc. Vous avez pas trouvé? Cléopâtre. Cléopâtre. Bon bref, merci à vous. Fin de tournage.